Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Thérèse Karine. Bonjour Karine, ça va bien? Bonjour Mano, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. C'est les vacances en ce Oui, moment on pour toi. profite. Tu profites des vacances. Oui. Comment ça se passe pour toi, Comment ça se passe en Martinique, les vacances en ce moment? On voit qu'il y a beaucoup de choses, hein. Mercury Beach, Tour d'Eole, Il y a toujours Bacchanal. énormément d'animations en Martinique, toujours énormément d'événements, d'attractions sur tous les plans, hein, sur le plan sportif, sur le plan de la fête, sur tout ce qu'il y a à visiter en Martinique. Notre belle île est riche en divertissement et donc ça, on sait faire, on est très bon dedans, donc il y a vraiment de quoi faire en Martinique. Est-ce que derrière ça, tu penses qu'il y a une volonté d'endormir un petit peu les Martiniquais? Je pense que tout est fait, pas qu'en Martinique, hein, dans le système dans lequel on vit. Je pense que beaucoup de choses sont mises en œuvre pour que l'on soit de bons consommateurs en tout genre, mais pour ne pas qu'on réfléchisse trop. Donc, il nous appartient de prendre nos responsabilités et de, certes, s'amuser. On a besoin de liberté, de légèreté. Il faut se divertir, ça fait partie de la vie. Mais il faut aussi, et j'en suis persuadée, réfléchir aux choses sérieuses de la vie qui régissent la société et pour lesquelles on a tous une responsabilité. En France, c'est assez courant que certaines lois soient discutées ou bien validées ou bien apparaissent durant le mois de juillet ou le mois d'août, pendant que les gens sont en vacances au bord de mer, l'esprit tranquille, j'ai envie de dire. C'est peut-être une façon pour le gouvernement de faire passer des choses en douce. Eh bien, c'est une question de conjoncture, hein. C'est-à-dire que le gouvernement a pleinement conscience que les gens attendent leur congé pour souffler. Et donc, ils sont bien évidemment dans des dispositions qui sont tout autres. Et ils n'ont plus envie d'être sous tension pendant le peu de temps de vacances qu'ils ont, surtout que là-bas, il y a les saisons et que l'hiver est rude et qu'on est déjà dans une ambiance tendue. Donc, c'est plus facile d'embrayer avec des manifestations, des rapports de force avec le gouvernement là-bas. Et vraiment, les gens ont besoin de libération pendant les grandes vacances. Et c'est l'occasion pour... ce n'est pas uniquement ce gouvernement-là, hein. Oui, Les précédents ont fait de même. c'est une façon de fonctionner. C'est une façon de fonctionner au détriment de la population. Alors, tu es dans le domaine de la santé à la Martinique. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'offre de soins ici à la Martinique? Est-ce que nous sommes bien dotés? Est-ce que tout se passe très bien? Ou est-ce que, comme certains Martiniquais, il faut prendre l'avion si on a les moyens de se payer un billet d'avion pour aller se faire soigner en Europe, en France? Alors, j'avais déjà Évoqué. évoqué un certain nombre de points depuis quelques années pendant les élections de la CTM ou législatives. Il se trouve que il y a eu d'énormes problèmes de gestion de la part du ministère de la Santé par rapport au numerus clausus, par rapport à l'offre de soins en général, par rapport à la présence de déserts médicaux qui s'étendent en France. Et la problématique en Martinique est plus importante parce que le niveau de vie ici est beaucoup plus cher, parce qu'on n'a pas de dispositif qui vraiment permet de réguler pour qu'il y ait une équivalence entre la vie chère et l'offre de soins. C'est compliqué en Martinique. Tout le monde voit l'état de l'hôpital. C'est un tout, hein. C'est un tout. Il y a le privé, il y a le public. Et en ce qui concerne l'offre de soins, j'avais bien spécifié durant les élections qu'avec le pouvoir d'achat qui est plus difficile maintenant, surtout après le Covid, avec la conjoncture, l'espèce de crise que l'on est en train de traverser, même si il y a des moments où on la sent plus que d'autres, avec l'inflation, les professionnels de santé sont découragés par le fait de s'installer et donc du coup
on se retrouve dans des déserts médicaux partout en France. Rares sont les exceptions. Par exemple, Paris était déjà en surpopulation de professionnels médicaux, donc on sent beaucoup moins le problème à Paris, intramuros. Mais dans beaucoup de régions, il manque des professionnels de santé et malheureusement, la façon dont on traite les professionnels de santé est aussi vraiment problématique. Un exemple tout bête. La moyenne d'âge des médecins en Martinique est d'environ 60 ans. D'ici 2026-2027, c'est demain, hein? C'est demain. Nous serons le département le plus vieux de France. Ça veut dire qu'on aura besoin de professionnels de santé pour des personnes qui ont de plus en plus de problèmes de santé, qui ont besoin d'être encadrées et qui ont besoin d'être soignées correctement. Le souci, c'est que avec un numerus clausus qui est déjà obsolète, on ne pourra pas satisfaire la demande et on ne pourra pas gérer le reste de la population non plus correctement. Et en ce qui concerne les spécialistes, vu les surcoûts d'installation et de pratique sur le sol martiniquais, il y en aura de moins en moins. Ou alors des gens de passage qui viennent pour faire un certain nombre de consultations et qui s'engagent peu sur le territoire ou pas du tout et qui repartent après. Numerus clausus, ça veut dire quoi? Alors, le numerus clausus, c'est un nombre que l'Ordre des médecins, et si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas exactement les détails, mais que l'Ordre des médecins, avec le ministère de la Santé, fixe pour avoir un nombre de diplômés chaque année pour telle ou telle spécialité. D'accord. Et donc, c'est valable pour les médecins, pour les spécialistes. Alors, ce matin, j'ai entendu aux informations, justement, un médecin urgentiste qui a fait, pendant le Covid, il était sur tous les plateaux de télé, je crois, partout, enfin. Et il disait que les études de médecine sont trop longues, parce que ça a été rallongé, semble-t-il, et les gens devraient, autant pour les infirmières, pour certains cas, permettre aux jeunes d'arriver plus tôt sur le marché. Parce qu'on voyait aussi dans ce reportage, aux urgences, ils ont dû faire appel à des médecins de ville. Ils ont installé des shelters, enfin des espèces de shelters à l'extérieur des urgences. Et ces médecins de ville viennent là pour s'occuper des patients tels que des entorses, des foulures, des casses. Enfin bon, voilà. Et même en France, et ça depuis déjà, François Hollande entendait ce genre de choses. Donc, nous sommes pas mieux lotis ici à la Martinique, j'ai l'impression. Parce que le nombre de personnes qui me disent « je prends un billet, je pars », je crois que c'est Je pense synonyme. que chaque Martiniquais connaît quelqu'un qui préfère prendre un billet pour partir se soigner, soit en Guadeloupe, soit sur la France hexagonale. Après, ce dont tu as parlé là à l'instant, c'est multifactoriel. Le problème de gestion du numerus clausus, c'est criant d'inefficacité. Après, je ne suis pas sûre qu'il faille brader la qualité de formation des médecins français. Les médecins français sont parmi les meilleurs au monde, mais il y a eu des limites que beaucoup de médecins ont dénoncées dans la façon de former les étudiants. Et il faut savoir que les médecins français sont parmi les mieux formés au monde, mais c'est eux qui ont les prestations les moins chères d'Europe et c'est eux qui cotisent le plus au monde. Donc, au regard de ce qu'on leur demande comme capacité, comme compétence et surtout comme disponibilité, parce que je ne connais aucun médecin qui travaille aux 35 heures, ça demande beaucoup d'implication, ça demande beaucoup de dévouement et le retour de reconnaissance de la part du gouvernement envers les professionnels de santé est tout simplement lamentable. En tout cas, la plupart des professionnels de santé se sentent trahis par ce manque de considération. On nous demande beaucoup, on nous respecte peu et malheureusement, beaucoup voient de meilleures opportunités ailleurs. D'ailleurs, on parlait de formation des professionnels de santé.
ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des chercheurs de tête qui viennent sur le sol français, y compris en Martinique, qui viennent à la pêche aux professionnels et qui leur promettent des opportunités qui ne sont même pas discutables à côté de ce que la France propose. Donc, beaucoup de nos compatriotes partent. Voilà. Alors, justement, puisqu'on parle de départ, 27,4% des Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est au-delà de ce chiffre-là, c'est un chiffre de l'INSEE, il y a beaucoup de personnes qui s'en vont, les jeunes s'en vont et ne reviennent pas chez nous. Tout à fait. On a un manque de perspectives, on a un manque d'opportunités. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont bloqués dans leurs possibilités en Martinique parce que certains dispositifs d'aide ne fonctionnent pas correctement, parce que les réseaux sont déjà cloisonnés, donc c'est compliqué de s'insérer, c'est compliqué de développer une activité et c'est compliqué de vivre tout court avec toutes les contraintes que nous avons déjà par rapport au fait que notre territoire soit insulaire. Donc, tu veux dire par là, quand tu parles de réseau, qu'il faut avoir un filon en Martinique pour obtenir des choses? Très souvent. Très souvent. Et malheureusement, dès qu'il faut démarrer une activité, il y a des difficultés en Martinique, énormément de difficultés. D'accord. Et le souci, c'est que pour s'implanter en Martinique, il aurait fallu, pas systématiquement, mais il faut des aides, il n'y a pas toujours tous les dispositifs à portée de main, il n'y a pas toujours toutes les informations. Et beaucoup ont des difficultés pour gagner leur vie correctement aussi, parce que des fois, en France hexagonale, on arrive mieux à gagner sa vie pour la même activité, et c'est bien dommage. Et la vie est moins chère là-bas. Quand on fait un caddie de course là-bas, on fait le même caddie à la Martinique. L'inflation nous rattrape, mais c'est vrai que là-bas, c'est quand même moins cher pour la plupart des articles, surtout les articles alimentaires. C'est ça. Alors, 27,4% des Martiniquais qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est énorme. C'est un tiers de la population, presque un tiers de la population martiniquaise qui est dans ce besoin. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire pour aider ces gens-là? Parce que très souvent, ces gens-là qui vivent comme ça, ils sont fiers, ils veulent pas que ça se sache. Il y a des gens qui, je ne veux pas nommer de notre commune, mais dans certaines communes, il y a des gens qui, des fois, décèdent chez eux parce qu'ils n'ont pas ce qu'il leur faut, le minimum pour pouvoir vivre. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce que c'est du domaine du département, de la région, du gouvernement? Comment améliorer ça? Je pense que tous nos représentants politiques devraient se sentir concernés par ces problématiques de pauvreté, c'est-à-dire que chaque personne dans la population a une vie qui est importante pour l'équilibre de la société. Il est inadmissible que dans une société aussi riche que la nôtre, je parle au sens global, avec une telle organisation, laisse parfois des personnes âgées mourir sans assistance, sans aide. Vraiment, on devrait réfléchir à notre capacité en tant que civilisation à prendre soin des personnes les plus vulnérables. Et ça aussi, ça témoigne de l'avancée de l'humanité que l'on peut mettre au profit de tous. Alors, toujours en restant un petit peu dans le domaine de la santé, les fameuses brumes de sable qui impactent la Martinique, on nous a souvent laissé entendre qu'il s'agissait simplement du sable qui vient du Sahara, c'est ça? Mais il semblerait que ce ne soit pas vraiment ça. C'est compliqué. Il aurait fallu que, je ne sais pas, que des organismes comme Météo France ou bien que le ministère de la Santé nous donne des relevés réguliers concernant la consistance de cette brume. Il y a quelques années, on nous avait fait comprendre par des communiqués qu'il y avait des particules radioactives, des matières fécales et tout ça dans la brume de sable. Avons-nous d'autres détails aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, le grand public n'en a pas. Et si jamais il y a des particules radioactives, si jamais il y a d'autres impacts sur la santé que le simple fait de respirer des microparticules, il faudrait que la population soit informée pour pouvoir se prémunir contre les dommages de cette brume. Avec cette histoire qui se passe au Niger, en Afrique,
où on fait de l'extraction d'uranium dans des... On voit comment les gens qui vont faire ça, il n'y a pas de machine presque. Souvent, ce sont des gens qui descendent dans les puits comme ça, sans protection. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce serait des particules d'uranium qui sont récupérées par le vent et peut-être, enfin, ça arrive chez nous. On n'est pas visé, on ne peut pas dire qu'on a visé la Martinique, mais la brume de sable est partout. Est-ce que quelque part, on n'est pas encore en train de subir un dommage? Parce que je me rappelle que lorsqu'il y a eu l'explosion pas aux États-Unis, mais en Russie, on nous avait fait comprendre que les particules radioactives s'arrêtaient... Ah, tu parles de Tchernobyl en Ukraine? Tchernobyl, on nous avait fait comprendre que les particules s'arrêtaient à la frontière française. Je crois que il n'y a pas de frontière pour arrêter la brume de sable s'il y a des particules. Là. Eh bien, vu ce qu'on a montré comme image des carrières dans lesquelles on puise l'uranium, c'est à ciel ouvert. Si jamais c'est ce qui nous arrive, nous sommes en droit de réclamer des informations pour savoir ce qu'il faut prendre comme précaution, quels sont les risques pour la santé, est-ce que ça exprime certaines problématiques locales par rapport à des problèmes de santé que nous avons de façon plus importante en Martinique. Donc oui, nous avons le droit de savoir et les personnes qui sont responsables de la société ont le devoir de nous informer de ces choses-là. Moi, je suis quand même un petit peu interloqué lorsque je vois que le président Jacques Chirac, à sa première élection comme président de la République française, il a ordonné de relancer les essais nucléaires dans le Pacifique. Donc, on ne fait pas les essais nucléaires en France, mais dans le Pacifique. Et est-ce que finalement les présidents français, j'ai envie de dire, n'ont pas tellement de... je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas d'amour pour les peuples des départements d'outre-mer, mais quand même, on peut s'interroger que certaines choses qui sont faites dans nos départements, ils ne font pas ça chez eux. Donc, cette histoire de brume de sable avec des particules éventuelles qui vient de l'Afrique. De l'Afrique, avec l'extraction donc de l'uranium à ciel ouvert, bon, ça devrait interpeller nos élus, comme tu dis, et puis qu'ils puissent s'informer. Alors, l'évolution du climat, justement. Je pense que tu es quelqu'un qui... Tu es très attaché à cette histoire de climat. Aujourd'hui, on voit qu'il fait chaud partout. 50 degrés à certains endroits. Les animaux meurent de soif. Il y a des incendies Alors, on a vu ce qui s'est passé à Hawaï. Oui, Hawaï, toute une île a brûlé. Ouais. Toute une île a brûlé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il y a énormément de territoires qui ont subi des incendies dans le sud de l'Europe, surtout en Europe de l'Est. Et c'est lié à une sécheresse, c'est lié à l'activité humaine, c'est lié à un manque de précaution, c'est lié au dérèglement climatique. Et je pense que même s'il y a encore beaucoup de lobbies qui essaient de nous faire croire que c'est dans l'ordre des choses et que l'activité humaine n'y est pas pour grand-chose dans l'évolution du climat, moi je reste persuadée que l'activité humaine a tout son impact et qu'il faut prendre conscience que nous sommes interdépendants au regard de la nature, au regard des autres vivants, des animaux, des végétaux. Et entre nous aussi, nous sommes interdépendants et chaque vie a son sens et a son rôle et a son droit d'exister. Et donc, du coup, il faut réapprendre à se responsabiliser vis-à-vis de l'avenir de la planète, parce que c'est notre planète, on n'en a qu'une. Et il aurait été bien aussi qu'on soit un petit peu plus conscient de l'impact de chaque chose. Par exemple, quand on a quelque chose à jeter à la poubelle, qu'on le jette à la poubelle, qu'on fasse le tri des déchets, qu'on évite une surconsommation d'électricité. En ce qui concerne les véhicules, il y a tellement de débats que c'est compliqué de trancher de façon complètement affirmée. Mais, tu parles des véhicules électriques ? Par exemple. Par exemple. Au début, ça semblait être une formidable idée. Mais quand on sait que le lithium, il faut que ce soit des enfants qui aillent dans des mines le récupérer, l'empreinte énergétique de la construction de ces véhicules-là et les contraintes d'entretien, c'est anti-écologique.
Donc, au final, faut-il garder les véhicules thermiques ou pas? Je ne suis pas ingénieure en la question, donc je ne peux pas me prononcer. Mais en tout cas, il est très sain d'avoir un doute et de se poser la question de l'attitude à adopter au regard du transport en Martinique. Et à mon avis, la solution, ce serait d'améliorer les transports en commun. Alors, comme les transports en commun n'étaient pas très performants pendant longtemps en Martinique, donc ça a encouragé les gens à acheter de plus en plus de voitures, si bien qu'à une époque, nous étions le 2e département de France avec des voitures neuves. Mais je pense vraiment qu'il faut revoir notre rapport à la nature et à la responsabilité par rapport à notre climat, sachant qu'on est très, très, très concerné par les évolutions du climat. Nous sommes sur une île. Donc, il faudrait vraiment qu'on pose sur la table un certain nombre de choses pour réajuster nos habitudes et notre mode de vie. Alors, lorsqu'on sait que la fameuse batterie dans les fameuses voitures électriques a une durée de vie entre 5 et 8 ans, et donc si cette batterie n'est plus bonne avant la fin, ça va. Sachant qu'en milieu tropical, elle s'abîme plus vite. Et après ça, une batterie, ce genre de batterie, ça coûte entre 5 et 10 000 euros, quoi. Le prix de la batterie. Donc, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir alors, qui a bénéfice dans cette histoire-là, en fait? Comprendre qu'il y a des histoires de gros sous derrière ça. Alors, pour terminer, 2 petits mots sur le Niger. Tu as entendu parler de ce qui se passe au Niger en ce moment? Alors oui, il y a vraiment une prise de conscience globale de l'exploitation des terres africaines par les autres nations, les autres puissances de ce monde et en particulier les puissances européennes. Et ce soulèvement-là pose de nombreuses questions et il était temps que ça arrive. On parle du franc CFA, il y a pas mal de personnes et de pays qui veulent sortir de ça parce qu'apparemment c'est une tromperie. Et là, là c'est le Niger. Juste avant ça, c'était le Mali, le Burkina. C'est vrai que ils ont pris le pouvoir avec des armes, mais apparemment il y a beaucoup d'Africains en regardant sur les réseaux sociaux qui disent bravo. Qui ont accès aux informations et qui voient ce qui se passe ailleurs avec les richesses de leur pays. Sachant que le territoire africain est très très jeune. Il y a le plus vieux continent, c'est celui d'Europe, parce qu'on a énormément de personnes âgées, mais il y a énormément de jeunes qui, donc des personnes qui ont l'énergie pour relever leur continent, si on peut dire ça comme ça, que l'Afrique se lève d'un seul trait pour pouvoir se redresser. Et je pense que l'Afrique a la capacité de le faire. Je pense que l'Afrique a la capacité de le faire parce qu'en fait, les anciens territoires colonisés avaient des contraintes comme le fait de payer des pénalités à leurs anciens pays colonisateurs. On leur imposait une monnaie. On leur imposait aussi les acteurs économiques qui venaient exploiter leurs terres. Et ils avaient peu de pouvoir décisionnel. Donc il fallait à chaque fois se référer à l'ancien pays colonisateur pour appliquer un certain nombre de décisions. Et ça suffit. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Karine, d'être venue à Zouk Télévision pour cette discussion. Avec plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir pour nous éclairer sur certains points, comme on a parlé de... Ah oui, 180 000 personnes se retrouvent en situation de pauvreté. En Martinique, oui. En Martinique. 50,4% de la population martiniquaise. Oui, un chiffre... Donc, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qu'il faudra parler probablement avec plus de détails, avec plus connaître exactement d'où sortent ces chiffres pour être sûr de la validité de tout ce qu'on est en train de dire. Tout à fait. Mais le pouvoir d'achat des Martiniquais, je pense que ça, au quotidien, ils doivent bien le sentir passer. Et, à mon avis, ça aussi, ça doit les faire réfléchir. Oui. Merci beaucoup, Karine. À très vite sur Zouk Télévision. Merci. Merci. À bientôt. Merci, Manuela, pour la réalisation. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Et à très vite sur Zouk TV.